emportent vers leur foyer les soldats de la liberté. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont essayé de faire de la France un protectorat. Un formidable outil de propagande. L'Amérique vit par la guerre. Il y a toujours eu un lobby américain en France. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, également abonnés de l'application. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Alors un peu particulière celle-là, puisque elle intervient quasiment au moment de la sortie de notre nouveau magazine Omerta. Je sais que vous l'attendez tous. Certains l'ont peut-être déjà précommandé parce qu'on peut le précommander sur notre site internet omertamedia.fr. Je vous en dévoile la couverture si vous ne l'avez pas vu. Trump, l'Empire contre-attaque, tout un dossier. Donc Idrissa Berkane, Alain de Benoît, Pierre Conessa, Caroline Galacteros, Renaud Girard, Alain Juillet. Voilà, tout un tas de contributeurs qui viennent aujourd'hui analyser le phénomène Trump, analyser les élections américaines, tout ce qui se passe. Et également en parallèle de ce magazine, je vous signale aussi la sortie de notre documentaire « L'ami américain » sur les influences américaines en France. Vous savez, on parle toujours des influences russes, des influences du Qatar, des influences d'autres pays. On ne parle assez rarement des influences américaines. Nous, on creuse le sujet. Vous savez, chez Omerta, on va toujours là où les autres ne vont pas, où les autres n'osent pas aller. Et donc, c'est pour ça qu'il faut nous lire. C'est pour ça qu'il faut d'urgence vous procurer ce magazine. Donc, je disais, vous le procurez sur le site internet. Et le 19 septembre, 5000 points de vente en France. Vous l'avez donc à vos kiosques. Voilà, je vous ai présenté ce magazine. Maintenant, j'en arrive à l'invité de la semaine. J'en arrive au grand entretien. Alors, aujourd'hui, je reçois évidemment en parallèle avec ce magazine, avec ce qui s'est passé avec le débat auquel on a assisté entre les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump aux États-Unis. Je reçois Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, bienvenue chez Omerta. Vous êtes le porte-parole du Parti républicain américain en France. Vous avez été candidat pour les Républicains tendance Éric Ciotti dans la circonscription de Cherbourg, je crois, qui m'est très cher puisque j'ai longtemps vécu à Cherbourg, dans la Manche. Ma première question, tout simplement, le débat a eu lieu cette semaine. Il y avait eu énormément d'attentes sur ce débat. En toute honnêteté, comment vous l'avez jugé, vous qui faites partie du camp de Trump, hein, voilà. Donc effectivement, c'était un débat qu'on nous promettait historique. C'était la première confrontation qui allait avoir lieu entre Joe Biden, entre le successeur de Joe Biden, Kamala Harris, et Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y avait 3 débats qui étaient prévus initialement avec Joe Biden. Joe Biden est sorti de la course après un premier débat dans lequel Donald Trump lui a mis un uppercut qui était fatal. Et avec l'arrivée de Kamala Harris, il y a eu cette première confrontation. Ils ne s'étaient jamais rencontrés sur scène au préalable. Depuis son couronnement, parce qu'elle n'a jamais été élue, ni en 2020 ni en 2024, elle n'a pas reçu le moindre suffrage lors des primaires. Kamala Harris, durant cette période, elle a fui l'ensemble des caméras. Elle a répondu à aucune question de médias un peu hostile, aucune conférence de presse. Et elle attendait justement de surfer un peu sur cette vibe, sur cette joie, cet enthousiasme qu'on disait qui l'encensait. Porté par la Convention de Chicago aussi. Alors c'est sûr que la nomination a un peu redonné un élan au camp démocrate, indéniablement. Mais derrière chaque convention, il est censé y avoir aussi un sursaut dans les sondages qui en fait a été très très léger compte tenu du fait qu'elle avait été déjà un peu poussée, mais de manière magistrale, avec une forte force de frappe des médias. Donc ça a été très léger. On voit qu'après la convention, et quelques jours avant le débat, sa cote de popularité commençait à s'effriter. On a des sondages qui mettaient vraiment à mal le camp Harris et Walz, avec Donald Trump dans le sondage Siena et New York Times qui la mettait en dessous au niveau général. Donc on avait ce débat dans lequel il y avait pas mal d'appréhensions et le camp Biden-Harris commençait un peu à revoir un peu à la baisse les attentes qu'il fallait en attendre, en disant et ça sentait un peu mauvais pour eux. Kamala Harris, elle s'est présentée de manière considérable sur cette échéance et peut-être que Donald Trump l'a peut-être pris un peu trop à la légère. Je pense, très objectivement, on pourrait faire court, qu'elle a surperformé par rapport aux attentes, alors que Donald Trump a peut-être relativement moins bien performé que ce qu'il aurait dû faire. Donc elle a gagné le débat ? Elle n'a pas gagné le débat, parce que ce qui compte, c'est pas les grands titres que vous allez faire dans les médias mainstream, c'est comment vous arrivez à mobiliser et convaincre l'électorat des marges, l'électorat qui est indécis. Aujourd'hui, on est... Elle vous a surpris, très honnêtement. Vous, personnellement, vous soutenez Donald Trump. Elle vous a surpris, Kamala Harris ?
Elle ne m'a pas surpris dans le sens où elle n'a pas donné de vraie vision de son programme, elle n'a pas répondu sur ses virevoltages, sur ses rétropédalages, sur ses positions qui ont quasiment toutes changé. Elle n'explique pas si c'est clientéliste ou si c'est vraiment motivé. Elle a eu un traitement très complaisant de la part des modérateurs qui étaient en fait ses co-débatteurs. Les deux journalistes de ABC ont pris fait et cause pour elle, ne l'ont pas interrompu. C'était même pas du fact-checking. C'était un match 3 contre 1. C'était pas du fact-checking qu'il faisait contre Donald Trump, c'était vraiment de l'interférence, il le coupait et ça vient vraiment mettre à mal aussi la crédibilité de Donald Trump. Donc le débat a été fortement parasité par tous ces codes et en soi, ils n'ont pas eu cette démarche d'aller pousser Kamala Harris dans ses retranchements lorsqu'elle louvoyait, elle ne répondait pas aux questions. Elle était dans sa rhétorique qu'on lui connaît, qui est un peu floue, mais voilà, on sent qu'elle a été très briefée, elle a bachoté, elle a répondu de manière assez textuelle des éléments de langage sans vraiment convaincre. Donc pour moi, certes, il y a un débat qu'il faut reconnaître des mérites à Kamala Harris, mais c'est pas ça qui va être déterminant. Si on fait juste un saut en arrière, en 2012, on disait que Mitt Romney, le candidat républicain face à Barack Obama, lors du premier débat, il l'avait mis KO. L'histoire nous a montré que c'était pas tout à fait la même chose. Donc c'est important de rappeler que peut-être que Donald Trump, il y a eu des opportunités manquées lors de ce débat, mais il a vraiment mis en avant des éléments clés sur le fait qu'elle est co-responsable du bilan de Biden, que c'est quelqu'un d'extrêmement gauchisant. On dit liberal en français, en anglais, pardon, mais ça veut dire vraiment extrêmement à gauche. Vous voyez, il y a Bernie Sanders, il y a des instituts indépendants, GovTrack, qui avaient placé Kamala Harris à la gauche de Bernie Sanders. Donc c'est dire que dans ses prises de position, c'est complètement extrême et ça ne reflète pas du tout l'opinion de la population, ni majoritaire, ni indépendante des États-Unis. Oui. Alors, étonnamment, on dit oui, 3 contre 1, Donald Trump, elle a été extrêmement briefée, lui il n'a pas fait de... Vraiment, il a pris un peu le débat par... Comment vous jugez sa performance? Parce que d'habitude, même 3 contre 1, Donald Trump, il est capable... Il répond à 15 interviews par jour, tous les jours il se met en danger, d'ailleurs physiquement parfois. Donc il fait campagne, il va au fond des choses, il parle aux gens. Là, pourquoi il y a eu un petit coup de fatigue, un petit... C'est un maître incontesté du débat, vous l'avez dit, il a pris sur la scène des tribuns au sein du Parti républicain qu'il a complètement éteint et de fait, il n'a pas réchigné à aller sur un média qui ne lui était pas acquis, c'est le moins qu'on puisse dire. ABC, c'est objectivement hostile à Donald Trump. Sur cette approche-là, lui, il voulait donner cette impression vraiment très présidentiable, de ne pas sortir de ses gonds. Il avait quelques buts de guerre qui, pour moi, il a tenu, mais il a raté l'objectif de dire il faut révéler Kamala Harris pour qui elle est. Donc, il a cherché à... Il n'a pas donné dans ses mauvais démons à faire des flamboyances, à tourner dans une rhétorique, à aller couper la parole de l'autre. Mais c'est vrai qu'il s'est laissé un peu hameçonner par Kamala Harris. Elle l'a emmené là où elle voulait sur certains aspects, sur la taille de ses meetings et autres. Mais on était vraiment dans le parasitage, on était dans les attaques ad nominem. Vous regardez les temps de parole, plutôt que de faire de la proposition, de la programmation, elle a vraiment monté du doigt les attaques ad nominem contre Donald Trump, alors que Donald Trump, lui, a davantage occupé pour montrer son bilan. Alors, un des commentateurs a dit, en anglais, she went under his skin. Elle est allée sous sa peau. C'est-à-dire, elle l'a touché et lui, il a réagi, alors que peut-être il a fait du Trump, quoi, en fait. Certes, alors les deux choses sont vraies. La première, c'est un peu comme dans le joueur de poker, on essaye un peu de rentrer un petit peu sous la peau, de faire perdre la tête à son adversaire jusqu'à ce qu'il sorte de ses gonds. Mais il y a mieux réussi que Trump. D'une certaine manière, on l'a quand même vu. Alors elle n'a pas gloussé ce rire qui était antipathique. Elle a été un peu briefée, mais elle a quand même des mimiques qui étaient assez arrogantes. Et ça ne sert pas lors des débats, on le voit. Cette posture un peu d'arrogance et d'absence d'empathie, quand bien même vous êtes en position de contrôle, peut vous desservir dans la perception qu'on a de vous. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, Trump, il fait du Trump. Ça fait 10 ans qu'on le connaît de point de vue politique, mais 50 ans au préalable, il est dans ce caractère lorsqu'il va sortir des petites phrases ou qui caricature certaines choses. C'est pas ça qui va dans la balance changer le résultat de l'élection. Les gens le connaissent pour qui il est, en fait. On ne l'a pas découvert ce soir-là. La vraie personne qui devait se révéler au grand public et gagner en notoriété, c'est Kamala Harris, dont 3 Américains sur 10 ignorent peu ou en totalité qui elle est, et à plus forte raison quelles sont ses propositions, parce que l'économie a complètement été éludée lors de ces débats. Ça a été vraiment très tourné sur des sujets sur lesquels... les chats, voilà. Bon. Bref, on ne va pas regarder, scruter ce débat en détail. Dernier point, une chose qui m'a surpris, que en fait peu de gens ont noté, c'est Kamala Harris est arrivée, elle a traversé la scène, elle est allée serrer la main à Donald Trump. Peu de temps, le même jour que le débat, ou juste après, ou peut-être le lendemain, je ne sais plus, commémoration du 11 septembre, là c'est Donald Trump qui va lui serrer la main.
l'impression qu'il y a un retour du civisme. D'ailleurs, que deux adversaires aussi éloignés l'un de l'autre puissent se serrer la main, ça devrait donner pas mal de leçons à certains de nos élus à l'Assemblée nationale qui refusent de serrer la main de leurs adversaires. Mais peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Et est-ce que finalement ça augure quand même peut-être d'une Amérique qu'on dit tellement divisée, mais qui peut peut-être aussi à un moment se rassembler? Ça a beau être symbolique, c'est un symbole qui est fort. Ouais. Faut se dire aussi qu'une poignée de main par rapport à la joute oratoire qui va suivre, on se demande si c'est bienvenu. Rappelez aussi que ce débat était très codifié. Ouais. Les deux parties s'accordent sur est-ce que les micros sont ouverts, le temps de parole, et que c'était reconduit du dernier débat face à Joe Biden. Et en soi, comme vous avez dit raison, ça faisait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de poignée lors d'un débat présidentiel. Il s'avère qu'entre-temps, il y a un peu une crise Covid qui est passée par là, les gens gardaient un peu leur distance. C'est Kamala Harris qui fait les devants et qui va jusqu'à Donald Trump. Mais on sentait qu'elle a été vraiment un paroxysme de tension, quoi. Elle marmonne, elle se présente, Kamala Harris. Ça sent vraiment, c'est assez forcé. Mais lui, quand il va la voir à la cérémonie, il lui dit bravo, vous avez été excellente ou quelque chose comme ça. C'est cordial et apaisé. Et de fait, ça fait partie du jeu démocratique. Et je récuse le fait que certains refusent cette moindre des courtoisies, soit vis-à-vis des élus, soit vis-à-vis des candidats, comme j'ai pu en faire l'objet dans ma propre campagne. Donc ça, c'est un premier gage. Et effectivement, moi, c'est le parti que je prends de dire que la société n'est pas aussi polarisée, aussi fracturée qu'on veut bien le faire croire, qui est souvent un élément de langage un peu apocalyptique, la black pill, ce côté très très noir et sombre qui est beaucoup véhiculé sur un peu certains médias ou réseaux sociaux anxiogènes. Et il faut œuvrer à rétablir ce dialogue civil et courtois et être en accord, d'être en désaccord. Donc voilà, cet exercice-là, il s'est fait. Je pensais que ça n'aurait pas lieu et de fait, c'est elle qui fait le premier pas. Donc dont acte. Et voilà, on peut s'en féliciter que ça se poursuive. Faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a quand même des heures en marge des meetings, des débats et qu'il ne faut pas passer à couvert non plus d'une certaine manière. Non, mais on est quand même dans une Amérique extrêmement tendue. Un des deux candidats a failli être assassiné. Et qu'il faut quand même reconnaître que la polarisation de la société est extrême et elle est extrêmement violente. Bon, je voudrais maintenant arriver sur un point qui me paraît intéressant cette année. Dans l'évolution, parce que jusqu'à présent, vous savez, on parle surtout des candidats. Quand vous avez évoqué Barack Obama tout à l'heure, Barack Obama portait à lui seul l'élection. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin de programme. Le programme, c'était sa biographie, en fait. C'était ce fils d'une blanche américaine avec un père kényan, la naissance à Hawaï, les études à New York, Los Angeles, Chicago, le réenracinement dans la communauté noire de Chicago, Michel, etc. En fait, la narration était construite autour d'un bouquin d'ailleurs qui s'appelait Dreams of My Father, qui avait été écrit 10 ans plus tôt, qui était d'ailleurs très intelligent parce que du coup c'était très difficile de trouver des choses désagréables sur Obama. C'était un personnage idéal pour ça, il avait déjà tout dit. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, ce qui me semble important dans cette élection, au-delà de la personnalité de Donald Trump, au-delà de celle de Kamala Harris et de leur rôle respectif, c'est qu'elle révèle des changements profonds en termes de valeurs chez les républicains et chez les démocrates. L'événement le plus spectaculaire et qui nous fait découvrir ça, c'est évidemment le ralliement d'un Kennedy chez les républicains. C'est quelque chose, on a beau dire, la famille dit oui, mais c'est un rejeton un peu marginal. Robert Kennedy Jr., ça reste le neveu de John Kennedy, ça reste le fils de Robert, et c'est un Kennedy. Comment vous voyez cette restructuration et qui aujourd'hui, selon vous, en termes de vision de l'avenir, alors vous allez me dire évidemment c'est les Républicains, et si vous me le dites, vous avez intérêt à argumenter. Eh bien on le fera. Alors, on a deux principaux partis aux États-Unis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi différentes mouvances au sein du Parti indépendant, tout à fait, avec différentes sensibilités, même des partis écologistes et des partis un peu plus indigénistes, on va dire, pour faire simple. Il s'avère que le monde a changé et ces partis aussi, ils sont adaptés un peu à leur électorat par clientélisme, c'est-à-dire que initialement, ce Parti démocrate qui était très tourné vers l'école bleue, la classe ouvrière, sur la valeur travail, d'une certaine manière, se sont un peu dissociés, se sont tournés davantage vers un parti plus d'élite, en travaillant plus sur l'aspect un peu diversitaire. Et des minorités.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, non, et de fait, ça fait 50 ans qu'ils le font, avec une certaine forme de lassitude, en se disant qu'il y aurait un vote dont ils sont captifs, à savoir le vote de la communauté afro-américaine et d'autres communautés. C'est-à-dire que, et de fait, on entend ces voix au sein des communautés afro-américaines, ils disent, tous les 4 ans, ils viennent nous voir, ils attendent nos voix, mais derrière, on n'a pas de contrepartie. Juste un élément, et ensuite on viendra sur la sociologie de l'électorat républicain, mais sous l'élection et sous le mandat de Donald Trump, c'est là où il y a le meilleur emploi dans la communauté afro-américaine. Il y a eu des fortes réformes qu'il a proposées qui ont été fortement appréciées sur la forme de réforme du système carcéral. Donc, et j'en viens donc sur le parti républicain qu'on connaissait comme étant un peu le parti WASP, vous savez, donc le White Anglo-Saxon Protestant, un parti un peu huppé de gens très fortunés, plus dans le capital, qui aujourd'hui a opéré sa mue. Et ça se voit à travers différentes figures. Alors certes, je vais vous parler de Donald Trump, qui l'incarne et qui est un peu ambivalente, parce qu'on a ce milliardaire de Wall Street, plutôt ce milliardaire de Brooklyn. Qui n'était pas un républicain au départ. Non, c'est bien sûr. Oui, mais de Brooklyn. Oui, de Brooklyn, dans l'entertainment, dans les médias. Et derrière, on a, je pense que celui qui l'illustre le plus, c'est son colistier J.D. Vance. J.D. Vance, c'est donc un jeune de 39 ans qui est un sénateur de l'Ohio. L'Ohio, c'est les États du milieu des États-Unis. C'est vraiment des États qui vont vraiment pâtit un petit peu de la désindustrialisation. C'est des endroits très éprouvés, beaucoup de chômage, beaucoup de crises d'opioïdes là-bas qui les affectent. C'est un véritable fléau de santé publique et qui, derrière, montre que leur voix qui n'était pas entendue, c'est ces États du centre des États-Unis dont les côtes et les élites et l'establishment ne se soucient guère. Ils sont appelés, d'ailleurs, ces États sont appelés les flyover states. C'est les États qu'on survole juste d'une côte à l'autre et qui disaient que voilà, nos préoccupations ne sont pas entendues et qui ont eu un écho. En fait, cette colère un peu de l'homme blanc qu'on disait dès 2016 dans l'élection, l'avènement de Donald Trump et du Trumpisme, ont fait qu'il y a une prise en compte plus forte en fait, de ces préoccupations à travers un retour déjà à une certaine forme de patriotisme et de protectionnisme qui ont permis de réindustrialiser ces régions enfin, voilà, on pense à Détroit, vous savez, c'est là où il y avait l'industrie automobile qui ont été complètement sinistrées, qui en vue de ramener un peu l'économie et l'industrialisation aux États-Unis, et qui se manifeste à travers déjà un plus grand soutien des classes ouvrières au sein du Parti républicain, mais également de différentes minorités qui en fait se défont un petit peu de ce côté un peu vote étiquette. On est minoritaire, donc on va voter pour les démocrates. Et ça se voit à différents niveaux. Vous voyez aujourd'hui... Les blacks, les latinos. Oui, c'est ça, essentiellement. Et ça se voit d'autant plus à travers les élus qui constituent aujourd'hui les figures du Parti républicain. Vous voyez, la Chambre des représentants, elle est assez diverse, mais ce n'est pas un argument de discrimination positive. Les gens sont là en vertu de leurs compétences, c'est des vétérans, c'est des gens qui sont inscrits dans leur territoire et dans leur communauté. Alors que Joe Biden, quand il choisit Kamala Harris, il l'a choisi parce qu'elle est noire, elle est femme. Quand il choisit une juge à la Cour suprême américaine, Joe Biden, il doit choisir une juge afro-américaine. Ketanji Brown Jackson, qui a certes sans doute des compétences, mais le simple rapport vraiment très via le prisme de la race pose problème, et c'est quelque chose qu'on ne va pas trouver dans le Trumpisme, selon moi, et qui permet un petit peu de rééquilibrer ça. Donc là, on a cette mue, en fait, c'est des plaques un peu mouvantes, et ce qui explique aussi le ralliement de certaines personnes qu'on n'attendait pas, parmi lesquelles Elon Musk, mais de manière plus générale, ceux qui sont issus de la Silicon Valley, c'est-à-dire ceux qui sont très investis dans les nouvelles technologies. Elon Musk, il le dit historiquement, donc lui il vient d'Afrique du Sud, il a migré aux États-Unis, il a la citoyenneté américaine, mais il ne pourra pas être président américain car il faut être né américain. Et il dit, voilà, moi j'ai toujours eu ces positions qui étaient à peu près centristes, j'ai toujours voté pour les démocrates, mais désormais le barycentre du Parti démocrate elle est complètement à l'extrême gauche, je me ressens plus d'un, j'ai pas bougé moi, et désormais c'est le Parti républicain qui a un peu embrassé un peu mes préoccupations, et donc je vote pour différentes raisons et différentes menaces que porte Kamala Harris. LGBT, indigénisme, communautarisme, wokisme, etc., effectivement, dérive du Parti démocrate, dénoncé d'ailleurs par certaines personnes du Parti démocrate, comme le plus célèbre d'entre eux étant James Carville, qui lutte au sein du Parti démocrate contre cette tendance vers le wokisme. Et puis après, on a quoi? On a un Parti démocrate qui est un parti de la guerre, qui est un parti de l'intervention, alors que le Parti républicain semble aujourd'hui vraiment le parti isolationniste, enfin entre guillemets, puisque Donald Trump met en avant énormément le fait qu'il n'a pas déclenché de guerre pendant les 4 ans de sa présidence, un des rares présidents américains à avoir agi de cette façon, et qu'il veut arrêter les guerres. Les républicains, de manière traditionnelle, mettent fin aux conflits qui ont été déclenchés par les démocrates. De toute manière, peut-être juste un principe qui mettrait tout le monde d'accord, personne ne se fait élire sur une base d'interventionnisme. Même des Obama et autres, initialement, c'était des gens qui disaient, en fait, moi, j'ai pas vocation à faire de nouveaux conflits. Derrière, peut-être qu'ils sont rattrapés par des pressions, le complexe militaire. Obama est même élu, on l'a un petit peu oublié, je fais juste cette parenthèse, sur un programme anti-guerre.
contre les guerres de Bush. Oui. C'est pas simplement le côté séduisant, le nouveau Kennedy. C'est parce qu'il veut arrêter la guerre. Et Trump aussi. Enfin, s'il y a un point commun entre Obama et Trump, c'est le fait d'arrêter les guerres. Obama, d'ailleurs, tient sa promesse, ramène les boys d'Irak en 2010. Bien sûr, mais donc après il y a les promesses et ensuite il y a le bilan, et donc on voit qu'effectivement Trump, premier président en plus de 40 ans, qui n'a pas déclenché de nouveaux conflits. Il y a ce côté interventionniste qui rattrape un petit peu les démocrates. Ils sont vraiment va-t-en-guerre. Je ne dis pas qu'on n'en a pas chez nous non plus. Il y a des sénateurs qui sont très très hostiles à certaines puissances, notamment l'Iran. Voilà, vous l'avez dit, qui le fantôme de McCain. Si se dénote un petit peu de la ligne trumpiste, clairement, mais il y a cet aspect sur lequel l'intérêt des Américains n'est pas mis forcément en premier plan. C'est une ligne qu'on peut aussi trouver chez les républicains, ce côté, la position des États-Unis sur la scène internationale, et qui on le voit dans la promesse de campagne de Donald Trump, où c'est America First, où je veux vraiment prioriser, sécuriser ma frontière sud, plutôt que d'aller apporter des aides sans fin à des puissances étrangères qui d'ailleurs, rappelons-le, ont peut-être un ratio à la dette plus faible que ce qu'a les États-Unis par exemple. Donc il y a ce côté de dire, avant d'aller au secours du monde entier, je vais m'assurer que l'eau soit pure dans mes différentes communautés, et que si mes infrastructures tiennent pas la route, que je puisse un peu réinvestir dedans. Alors, on note avec cet attelage un petit peu hétéroclite entre Tim Walz, Kamala Harris, fait de briques et de broc au dernier moment parce qu'elle a dû remplacer un candidat, Joe Biden, avec son bilan. Ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, ce qui me... quand je parlais du ralliement de Robert Kennedy Jr., il y avait, au-delà du symbole d'un Kennedy qui rejoint l'autre camp, il y avait aussi l'idée de la prise en compte de la santé des Américains, qui est souvent quelque chose d'extrêmement problématique, tant en termes de l'obésité que des opioïdes, de la crise des opioïdes aux États-Unis, de la toxicomanie. Là, on a quelqu'un qui veut prendre les choses à bras-le-corps, on le sent très bien. Elon Musk, qui devrait avoir un rôle de réorganisation du gouvernement, donc c'est-à-dire on pense à l'après, c'est-à-dire on pense à comment les gouvernements de l'avenir peuvent fonctionner de la part de quelqu'un qui quand même envoie des fusées dans l'espace, vient suppléer aux carences de firmes étatiques, enfin plus comme Boeing, qui en volant au secours d'astronautes, qui a mis au point les premières voitures électriques et qui est propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux. On a aussi Tulsi Gabbard, qui est intéressante parce qu'elle mène une croisade anti-intervention du côté des démocrates. En tant qu'ancienne militaire, elle a été médecin en Irak, médecin militaire en Irak, et elle est aujourd'hui, elle a toujours été incisive, mais là, elle est partie. Donc, est-ce que c'était le sens de ma première question, mais finalement, l'avenir qui se dessine pour les États-Unis, il n'est pas plutôt de ce côté-là, alors que les traces de la doctrine Obama, le legs des Clinton, tout ça, ça fait un peu vieillot, ça fait un peu l'ancien monde. Kamala Harris, ça fait un peu, comme vous le disiez, on va mettre une black pour avoir l'électorat black, parce qu'on a un vieux blanc. Et là, on va mettre un blanc pour compenser. Vous voyez, est-ce que ces vieilles méthodes-là, finalement, ne sont pas obsolètes, et qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens autour de Trump, et même, je dirais, en dépit de Trump, parce que Trump, il a quand même son côté je fonce, mais il laisse quand même des choses se développer autour de lui. Et puis il y a l'aspect business, évidemment. Donc finalement, l'avenir qui se dessine, il me semble plutôt être du côté républicain. Il y a quelque chose qu'on constate de toute manière aux États-Unis, qu'il y a une oscillation tant dans le pouvoir que dans les contre-pouvoirs, que dans les courants. Là, il y a ce wokisme qui a été porté à des extrêmes jamais imaginés, et qui font que les gens commencent à s'en détourner. Même les corporations qui ont souscrit à ça, et qui ont été noyautées par un peu du middle management qui était à la manœuvre, qui initialement ils faisaient ça un peu par opportunisme, clientélisme, affairisme, sont en train de s'en dissocier, en train de se dire, mais en fait, c'est en train de pervertir notre produit, c'est en train de saper l'harmonie au sein de notre entreprise. Budweiser. Ouais, c'est ça, entre autres, Budweiser, mais après, on le voit dans la tech aussi, où c'est une attaque aussi sur les concepts, sur le sens des mots, sur la langue, sur brimer la créativité, le dialogue entre soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui commence à être sanctionné. Et derrière, comme vous l'avez mentionné, les parcours de ces gens qui sont ces ralliements un peu sur le tard, au sein du camp républicain
républicains et derrière la personne de Trump, c'est notamment porté par la menace qu'incarne Kamala Harris avec ces menaces sur la liberté d'expression. Ils n'ont pas caché leur hostilité à la liberté qui est de pouvoir s'exprimer en ligne, qui sont très très préoccupantes, notamment dans un pays où c'est le premier amendement, le fait de pouvoir s'exprimer librement. Sur les questions de santé, c'est purement du bon sens. Il y a une crise qui s'étale devant nos yeux et sur laquelle il y a trop peu d'actions qui ont été faites. On pense à Michelle Obama qui elle avait mis en place des menus dans les cantines, mais c'était vraiment pas du tout efficace. Là, on voit quelqu'un qui parle avec une voix très performative, qui est donc Kennedy Jr. 70 ans, il est galbé comme jamais. Il propose vraiment des choses très concrètes et je pense que il faut qu'on arrête de sortir de théories universitaires pour revenir à ce qui est le bon sens. On est dans les mains dans le cambouis, là, vraiment. Avec Kennedy Jr., on est vraiment dans le... Il me semble. Alors, c'est quand même très intéressant. Je voulais... Malheureusement, le temps passe et cette émission, il faut qu'on arrive à son terme. Dernière question, peut-être avant-dernière, mais en tout cas sur le vieux, on l'appelle, vous savez, le Parti républicain, on dit le Grand Old Party, mais il est très old aussi. Et il y a ces vieux républicains anti-Trump, le ralliement de Dick Cheney à Kamala Harris. On sent bien que Bush n'est pas loin de le faire aussi. Il y a John Bolton aussi, vous savez, ces néoconservateurs que George Bush père appelait les cinglés du sous-sol, ceux qui passent leur vie à essayer de déclencher des guerres un peu partout dans le monde. Ils sont maintenant chez Kamala Harris, ils ont compris que leur avenir n'était pas chez Trump. Ça vous fait comment vous analysez ça? C'est excessivement révélateur. On voit que c'est même plus tant une candidate qui est investie que tout un système, un establishment, qu'il y a des soutiens, notamment. C'est pas très bon pour Dick Cheney. En fait. Ah non, mais clairement, c'est quelque chose que je mettrais pas du tout en avant. Et on voit mes homologues démocrates qui sont même pas gênés, mais je leur dis, mais vous vous souvenez, Dick Cheney, il a menti pour déclencher une guerre en Irak, pour laquelle Joe Biden était favorable d'ailleurs à cette guerre en Irak. Mais c'est dire aujourd'hui, ils prendraient n'importe quel soutien. Quand bien même c'est des gens qui sont antagonistes avec leur vision. Et moi, je vous le dis, j'étais pas du tout républicain au moment de ce déclenchement en guerre en Irak. J'étais beaucoup plus indépendant. Et de revenir sur des questions plus isolationnistes, vraiment de bon sens, qui sont portées par Trump, c'est quelque chose vers lequel je m'incarne. Je rappelle que Donald Trump, lui, était hostile à la guerre, au déclenchement à la guerre en Irak. Donc, effectivement, derrière ces personnes-là, déjà, de un, elles mobilisent absolument personne. De deux, c'est clairement un soutien un peu en demi-teinte pour Kamala Harris. Je vois pas comment elle peut porter ça comme une... Pourtant, elle en parle pendant le débat. Non, mais je veux dire, moi, ça m'a choqué. Pour moi, c'est une raison de plus s'il m'en fallait pour voter pour Donald Trump. D'accord, très bien. Écoutez, Nicolas Conquier, merci de vos éclairages, de vos éclaircissements sur le débat. Nous étions ravis. J'espère, vous, auditeurs d'Omerta, que ce débat sur ces élections passionnantes, on n'a pas fini d'en parler de ces élections. On en a parlé un peu tout l'été. Il y a eu, vous savez, c'est des élections, c'est un feuilleton. Depuis le fameux débat dont on a parlé, Trump-Biden en juin, la tentative d'assassinat, le retrait de Joe Biden, l'arrivée de Kamala Harris, ce débat, toutes les semaines, il arrive quelque chose, toutes les semaines, et ça va nous tenir en haleine jusqu'à novembre, parce que, et je vous rappelle que c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire ce numéro d'Omerta consacré aux élections américaines, parce que c'est des élections, vous savez, vous parliez de l'Ohio tout à l'heure, c'est des élections qui vont changer le monde, ou en tout cas qui vont l'orienter différemment. Moi je dis toujours, j'ai couvert des campagnes aux États-Unis et souvent on arrivait dans l'Ohio qui était à l'époque l'État charnière par excellence, l'État pivot, le swing state. Aujourd'hui un petit peu moins, mais bon. Et quand je voyais les électeurs de l'Ohio, je me disais, les électeurs de l'Ohio, ils s'en fichent du reste du monde. Ils votent pour ses préoccupations, ils votent pour son pouvoir d'achat, ils votent pour l'économie, ils votent pour... Mais le reste du monde s'en fiche pas de la façon dont vote l'électeur de l'Ohio, parce que ça peut changer le monde. Et cette fois-ci, ça peut vraiment changer l'orientation de plein de choses dans la planète. Voilà. Merci encore, Nicolas, pour d'être venu chez Omerta. Et quant à vous, je vous souhaite une excellente semaine en vous disant à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. À très bientôt.